Alors cet épisode est réalisé grâce au soutien de notre sponsor Eumine Nature, un petit groupe familial qui est situé dans l'Occitanie que je connais depuis des années. Il fabrique des produits d'origine naturelle ou bio, tels que des compléments alimentaires et des cosmétiques. Leurs produits sont élaborés en France par une équipe soucieuse de notre santé et de notre bien-être. Eumine Nature offre exceptionnellement 20% de remise sur leurs produits aux auditeurs de Métamorphose grâce au code promo META, M-E-T-A, qui est valable sur leur site internet eumine-nature.com. Alors Eumine, ça s'écrit O-E-M-I-N-E. Vous y trouverez un large choix de cosmétiques bio et de compléments alimentaires. Je vous recommande vivement d'aller y faire un tour. Merci. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invitée du jour est archi-célèbre dans les milieux de la bio et de la naturopathie. Depuis toute jeune, elle baigne dans un univers passionné de cuisine et de bons produits et se régale enfant dans le potager familial. Après ses études, elle voyage en Inde, en Australie, en Californie et tombe en amour pour un mode de vie sain et bio. Devenue naturopathe, elle lance la célèbre Guinguette d'Angèle à Paris en 2013 qui propose une nourriture généreuse et emplie de vitalité à base de produits bio, locaux et sans gluten pour tout type d'événements. Elle ouvre ensuite 2 comptoirs à emporter et est l'auteure de 6 livres de recettes saines et gourmandes. Nous allons évidemment parler de cuisine naturelle bienfaisante pour petits et grands avec Angèle Ferremag. Bonjour Angèle. Bonjour Anne. Sois la bienvenue dans Merci Métamorphose. beaucoup. Alors je suis ravie vraiment de t'accueillir. Ça faisait un moment qu'on se disait on aimerait bien faire cette interview et puis avec la pandémie, il fallait trouver le bon créneau. Je suis vraiment très contente d'être là. C'est un podcast que j'adore. Eh ben, merci à toi. Alors, comment es-tu tombée en amour du bio et de la naturopathie ? Je le disais en introduction, tu as voyagé, puis il y a un terreau familial. Alors oui, un terreau familial parce que du côté de mon père, en fait, il vivait, ma grand-mère notamment vivait dans la nature et ils étaient extrêmement érudits et donc les plantes étaient vraiment les alliés de tous les jours en fait. Je me souviens que ma grand-mère parlait tout le temps des sels de tout le monde parce qu'il fallait vraiment adapter un peu la nourriture et la vie en fait par rapport à la santé de chacun. Donc en fait sans le savoir, elle faisait de la naturopathie, enfin de la médecine traditionnelle finalement. Et puis on a toujours cuisiné. Et en fait, le fait que nos parents nous respectaient assez en tant qu'enfants pour nous donner des produits de qualité, ça nous a très tôt, mes frères et moi, éveillé notre palais et nos goûts au bon. Donc après, quand on connaît le goût des vraies choses, des vrais aliments, des vrais légumes, des vrais fruits, quand ils sont bio, quand ils sont de saison, on peut pas passer à autre chose, quoi. Et comment tu y es revenue après ? Ce sont tes voyages aussi qui t'ont inspirée ? Oui, je pense que ce sont mes voyages parce que, évidemment, donc on a eu cette enfance de rêve où on était complètement en fusion un peu avec la nature et les animaux. Et à l'adolescence, alors là, par contre, tout à fait déconnecté de ce qu'on aimait vraiment. On pensait qu'on changeait, mais en fait, on essayait de s'adapter aux autres. Et donc, c'est vraiment les voyages et puis certaines rencontres aussi qui m'ont fait comprendre à quel point c'était important pour moi, ce lien à la nature, ce lien à tout ce que la nature nous donne. Donc, c'est venu plus tard. Et je pense que les voyages ont beaucoup, beaucoup aidé parce que ça nous permet de prendre de la distance au sens propre et figuré, de la hauteur aussi. Toi qui as du recul maintenant, tu penses que s'alimenter autrement peut vraiment avoir un réel impact sur notre santé, notre immunité, notre humeur, notre terre ?
Mais j'en suis certaine, et je me rends compte même d'un repas à un autre. Je suis pas du tout idéale, mais à la maison, on a une hygiène de vie plutôt correcte. Et je me rends compte que dès que je mange mal, en fait, dès que je mange des produits raffinés, trop cuits ou industriels, parce que ça peut arriver, c'est immédiat, en fait, sur tout. En effet, sur l'humeur, sur l'immunité, sur la santé, et puis sur le corps physique aussi. Notamment sur la peau. Ça donne des boutons. Oui, c'est ça. Quand on s'est habitué à une alimentation justement plutôt saine, et en plus, toi, tu es naturo, est-ce que la sanction est encore plus douloureuse derrière? Moi, j'ai remarqué ça, j'ai l'impression, pour moi. Que quand on mange, ah oui, ça c'est vrai. Bah en fait, c'est une sanction, mais en fait c'est notre corps qui nettoie beaucoup mieux, en fait, déjà. Il arrive à nettoyer les déchets beaucoup plus facilement quand il est propre, finalement. Et en plus, on est, disons que le baromètre, enfin je sais pas comment dire, la jauge est placée beaucoup plus haute, donc en fait on est mieux en général dans notre quotidien. On n'est pas habitué à être moitié bien, un peu toujours mal au dos, mal au ventre, mal par-ci, mal par-là. Donc dès qu'il y a un truc ça se voit immédiatement, en fait. Mais c'est parce qu'on a une hygiène de vie saine et qu'on se sent bien. Donc c'est assez immédiat. C'est assez immédiat. Toi, tu as plutôt souhaité une cuisine sans lactose et farine de blé à haute teneur en gluten, hein, tu dis. Pourquoi tu es allée dans cette direction au départ, Angèle? Alors, au départ, quand je faisais mes études de naturopathie, donc il y a 13 ans, on parlait encore peu, et je dois dire que je connaissais peu, en tant que Parisienne aussi, les blés anciens et les agriculteurs qui cultivaient toutes ces variétés de blés anciens. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de boulangeries qui faisaient ça à Paris, je dois dire. Et donc en fait, moi, le gluten que je côtoyais, c'est le gluten moderne, qui est donc le blé, pardon, auquel j'avais accès. C'était un blé qui était quand même bio, qui avait une haute teneur en gluten. Et donc, pour moi, c'était plus judicieux de le supprimer déjà pour que l'alimentation soit plus digeste, mais aussi pour que les personnes qui ont des petites intolérances puissent venir chez moi librement. Et par rapport au lactose, donc il y a évidemment l'impact sur la santé. On en met un petit peu, hein. On utilise un petit peu notamment de beurre cru dans nos desserts, dans certains de nos desserts, mais c'est pas complètement sans lactose, mais je le diminue beaucoup. Enfin, il y en a presque pas, et surtout je ne cuisine pas de lait, de crème, etc. Et par rapport au lactose, donc au-delà du fait que j'essayais de faire une cuisine santé, donc pour moi c'était pas tout à fait compatible, il y avait tout le côté énergétique qui, quand j'ai réalisé, ça a été en fait le choc entre guillemets le plus fort par rapport à l'alimentation. C'est d'ailleurs le seul qui est vraiment resté, parce que je peux manger un peu de viande de temps en temps, du gluten évidemment, enfin ça me dérange pas trop. En revanche, les produits laitiers, et d'ailleurs, je suis désolée d'être aussi crue, mais les bébés aussi, donc le veau, l'agneau, pour moi, ça c'est non négociable. En fait, je peux pas. Énergétiquement, oui. Et puis par rapport au lait, on prend quand même, on prend quand même le lait qui est destiné à un bébé à la base. Faut pas oublier, on a l'impression que l'homme est fait pour boire du lait de vache, manger du fromage, tartiner nos tartines de beurre, etc. Mais cette vache a fait ce lait pour son veau, exactement comme la chienne le fait pour son chiot, comme la chatte pour son chaton, comme la souris, comme la femme pour son bébé. Donc, quand on sait un petit peu comment ça se passe, heureusement, il y a des endroits où c'est très bien fait. Il y a notamment des fermes où on peut trouver du lait de chèvre ou du lait de jument qui est éthique, en fait, où on ne prive pas les bébés du lait, où on respecte le temps d'allaitement, où enfin bref, on tire le lait pas dans la douleur. Et ça, je trouve ça vraiment extra. Mais sinon, quand c'est mal fait, et encore une fois, la guerre, c'est pas le lactose ou le gluten. La guerre, c'est les industriels, et c'est quand c'est fait mal, en grosse quantité, qu'on ne respecte plus rien. Ni les hommes qui travaillent, ni les animaux, et évidemment, pas non plus les consommateurs. C'est là le vrai problème, c'est ça, parce qu'en fait, je suis pas évidemment contre les agriculteurs français qui traitent bien leurs bêtes, qui sont en pleine nature et qui prennent leur lait, etc. Je suis pas du tout dans cette polémique-là, dans cette guerre-là. Je pense juste que le vrai ennemi, s'il doit y en avoir un, c'est les industriels. Enfin, les façons de faire qui ne sont pas éthiques.
Et d'où te vient aussi ce goût? C'est vrai que tout ce que tu fais là dans ton dernier livre, les photos sont toujours magnifiques. Et quand on va chez toi aussi, tes photos sur Instagram, c'est toujours des belles assiettes et tout ça. D'où ça te vient ce goût du beau? Et je me suis demandé si ça venait aussi de tes arrière-grands-parents qui étaient célèbres, hein, Marguerite et Aimé Mag, les célèbres mécènes et collectionneurs d'art, entre autres, sont bien tes arrière-grands-parents déjà. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est une bonne question parce que c'est vrai que en fait, c'est quand tu me le dis que je réalise qu'il y a un lien finalement, parce que j'ai grandi entourée de belles choses. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, le palais des enfants se forme tôt au bon goût, bah l'œil aussi, en fait, le beau, finalement, c'est général. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à ses enfants ou à son compagnon ou à ses amis, c'est s'engager dans le beau, en fait, mais peu importe, que ce soit pour s'habiller, lors d'une discussion, pour cuisiner, en fait, pour moi, c'est partout. Quand on a, en fait, cet engagement, cette conscience, finalement, du beau, donc du bon, donc de l'art de vivre, de tout s'ensuit, on est sauvé parce que tout le reste découle. Quand on aime le beau, on va consommer autrement, on va peut-être aller acheter des produits qui sont bourrés d'énergie, qui sont peut-être aux producteurs directement, et puis du coup on va les cuisiner autrement, on va un peu plus respecter, peut-être on va pas essayer de le fondre dans des sauces, mais de le mettre en valeur, et puis on le mangera différemment, puisqu'on racontera l'histoire à ceux avec qui on le partage, et en fait toute la chaîne est vertueuse, autant pour la cuisine que pour tout, pour moi, en fait. Et je pense aussi, au-delà de ça, qu'au niveau de la santé, en fait, la digestion commence par les yeux. Donc si l'œil est flatté, finalement on va déjà préparer son corps, même hormonalement, préparer sa digestion à accueillir quelque chose qu'on a trouvé beau et qui sera sûrement mieux digéré, qui nous fera du bien. On le mangera différemment, je pense, si c'est beau. La créativité, justement, et l'art dans ton travail ont une place importante? Très importante pour moi et aussi pour les gens qui travaillent avec moi, parce que je pense que c'est un aspect de l'être humain qui est très important. En fait, on a besoin de ça pour honorer qui on est. Donc pour moi, c'est important que les personnes qui travaillent avec moi puissent laisser libre cours à leur créativité, expérimenter des choses, proposer. Il n'y a pas de hiérarchie à la guinguette. Il n'y a pas une recette qui est écrite dans la roche à faire en permanence de la même façon. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le menu change tous les jours et que c'est jamais pareil. Et donc, je pense que c'est important que tout le monde dans mon équipe et moi-même, on puisse expérimenter notre créativité. Et même les personnes qui s'occupent des boutiques, qu'elles puissent choisir les fleurs, que ce soit elles-mêmes qui voient avec le fleuriste, qui choisissent de quoi elles sont entourées. Pour moi, en fait, c'est primordial. L'être humain est fait aussi pour créer. Et donc, il faut qu'on nourrisse cette partie de nous. Et ça se fait, la créativité, elle est possible aussi s'il y a de la joie, s'il y a de la convivialité. C'est important tout ça pour toi autour de la cuisine? Ah, pour moi, c'est important. C'est primordial, en fait. Déjà, je pense que, en fait, c'est presque une excuse pour moi, le travail. Il faut que je me sente en accord avec moi-même et bien dans mes baskets pour être heureuse. Et mon but, c'est d'être heureuse. Donc je pourrais pas faire travailler des gens qui sont pas contents d'être là et pour qui c'est le goulag en me sentant bien dans mes baskets, en fait. Les valeurs, il faut les appliquer partout. C'est important d'être en cohésion avec soi-même. Donc évidemment, déjà, je dois dire que j'ai quand même beaucoup de chance d'être entourée de personnes, de femmes d'ailleurs, parce qu'il n'y a que des femmes qui sont exceptionnelles. Elles sont toutes très différentes, très joyeuses, intelligentes, et puis elles ont toutes leur personnalité. Je les recrute pas du tout sur CV, mais vraiment par connexion, en fait. C'est leur personnalité, enfin c'est qui elles sont qui m'intéresse. Et puis après, le reste, ça s'apprend finalement. Donc oui, la convivialité, c'est très important. Moi, quand je vais au travail, j'ai l'impression comme à l'école, quand c'était l'heure de la récré, quoi. Je sais que ça va être sympa.
On va s'amuser. On va bien Exactement. Même si, évidemment, il y a des contraintes, c'est clair. Et surtout en cuisine, elle porte, elle se brûle, c'est lourd, on se coupe. C'est bien sûr que c'est du travail. Mais si ça peut être fait dans la joie et qu'on n'a pas hâte que ce soit vendredi soir, alors c'est gagné. Parce qu'en fait, ça représente une grosse partie de notre vie quand même, le travail. C'est le fameux one face qui était cher à ce philosophe américain, je crois que c'était Ken Wilber, qui disait d'être le même en fait dans sa vie de tous les jours et au travail. Ah, je connaissais pas, mais je trouve ça très juste. One life, pardon, je dis one face, mais ça revient au même. Oui, de pas avoir 1000 personnalités, quoi. Ouais. C'est ça. Alors, revenons sur les habitudes alimentaires. Quels sont, toi, tes grands principes naturaux qui sont essentiels aujourd'hui pour la cuisine du quotidien, un peu tes règles d'or pour maintenir cette vitalité dont on parlait tout à l'heure? Alors, je pense que déjà, avant tout, on l'a déjà évoqué, mais ce serait d'éviter les produits industriels. À partir du moment... Je sais qu'on a tous des contraintes, que parfois on travaille, qu'on n'a pas le temps, etc. Et vraiment, je ne juge absolument pas. Et moi, la première, il m'arrive de faire n'importe quoi de temps en temps. Mais par contre, si on peut, au quotidien, trouver des petites routines pour ne pas acheter de produits tout faits, déjà. À partir du moment où il y a une liste d'ingrédients, de toute façon, ça va pas. Une pomme, il devrait pas y avoir écrit d'autre chose que pomme. Une carotte, en fait, si on peut acheter les ingrédients bruts, c'est vraiment le mieux. Et donc ça, c'est mon premier conseil, ce serait de consommer des produits qui ne sont pas industrialisés, qui ne sont pas raffinés, qui ne sont pas modifiés, qui ne sortent pas d'une usine, mais qui sortent plutôt d'un champ. Ça, ce serait vraiment le rêve, déjà. Ensuite, évidemment, si on peut consommer bio, parce qu'on sait aujourd'hui l'impact des pesticides. Les pesticides sont quand même des produits chimiques. On sait que ce sont des perturbateurs endocriniens et que ça peut avoir un impact à long terme sur notre santé et être responsable de nombreuses pathologies. Donc, déjà, ça aussi, ne rajoutons pas de chimiques dans notre alimentation. On n'a pas besoin. Donc consommer bio évidemment, et puis aussi, alors on entend beaucoup parler du locavorisme et du fait de consommer de saison, et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui, et grâce au Covid finalement, je sais que on n'a pas tellement l'habitude de lui attribuer des adjectifs positifs, mais j'ai l'impression qu'une conscience quand même commune s'est mise en place autour du fait que c'est important de consommer français, là où on est, ce qu'on a. Déjà parce que la nature nous donne exactement ce dont on a besoin là où on est finalement, que notre biotope, notre système digestif est fait pour manger les produits de notre région, et aussi parce que c'est politique, c'est économique, c'est écologique finalement quand on y pense, et c'est citoyen, c'est un acte citoyen en fait de consommer local, de soutenir nos agriculteurs, notre terre, nos saisons. Et puis en plus, moi je suis quand même vraiment dans le plaisir, le bonheur de retrouver les produits de saison quand c'est la saison, parce qu'ils ont quand même pas du tout le même goût que ceux qui sont importés, qui ont mûri dans les avions, etc. C'est quand même une vraie joie. Et puis alors, pour finir un peu rapidement, d'autres règles, conseils un peu de la vie de tous les jours, ce serait d'éviter les produits trop travaillés aussi, comme le gluten actuel et les produits laitiers industriels. Et puis les huiles crues. Ça, c'est vraiment intéressant d'ajouter ça dans son alimentation. On connaît bien l'huile d'olive et le beurre, mais en fait, il y en a tellement. Et dans les magasins bio, on les voit dans les étals, elles sont souvent dans des petites bouteilles en verre, parce qu'en fait, elles sont vivantes, donc elles s'oxydent à la lumière et à la chaleur, donc elles sont en verre teinté. Idéalement, il faudrait les garder au frigidaire. Moi, j'achète des petites bouteilles parce que comme elles sont vivantes, elles rancissent assez rapidement, et donc ça nous permet de pas en perdre. Et il y en a une multitude. Ça, déjà, pour la santé, elles sont excellente, pour nos neurones baignent dans l'huile, toute notre connexion, nos cellules. Ce fameux bon gras. Exactement, voilà, c'est ça. Et en plus, elles vont apporter des goûts vraiment différents. C'est finalement une carotte cuite à la vapeur, avec une petite huile de noisette et un petit peu de basilic, c'est excellent. Donc voilà, elles ont tous ces bienfaits. Et puis pour finir, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Je pourrais en parler des heures, mais vraiment des heures. Mais juste pour finir, et en fait pour moi, s'il y avait un seul point à retenir, ce serait celui-ci. C'est la joie, c'est la conscience en fait. C'est faire attention quand on mange. C'est pas anodin de remplir notre corps d'alimentation. C'est pas seulement de la bouffe. C'est pas juste pour pas avoir faim ou pour nourrir nos cellules. Enfin,
ça nourrit bien sûr nos cellules, donc déjà, il faut faire attention, mais ça nourrit tout le reste de nos corps, finalement, de nos corps énergétiques. Et puis tout à l'heure, je parlais d'engagement. Je pense que quand on mange, c'est vraiment important de s'engager et de peu importe ce qu'on mange, même si c'est un fast-food, en fait, si on le mange dans la joie, entouré ou non des personnes qu'on aime, mais pas devant des infos anxiogènes, ni en train de penser au travail ou en se rongeant les ongles ou pas, ou sans prendre conscience de ce qui se passe, en fait, c'est gagné. Il faut qu'on réussisse à mettre de la conscience et à prendre du plaisir. Pourquoi pas fermer les yeux entre chaque bouchée ou poser sa fourchette ou juste savourer le moment. Bien respirer, bien sûr. C'est déjà gagné. Je pense que déjà, si on fait ça, en plus, on peut commencer à bien manger dans ce sens-là. Si on rajoute de la conscience, peu importe ce qu'on mange, on viendra forcément à bien manger. Manger lentement, mastiquer, puis aussi les modes de cuisson sont importants. Oui, c'est très important. C'est vrai que mastiquer, on n'y pense pas toujours, mais on devrait presque boire ce que l'on mange, en fait. Tout à l'heure, je disais que la digestion commençait par les yeux, mais la deuxième étape, c'est dans la bouche. Et en fait, quand on commence à mastiquer, il se passe plein de choses au niveau physiologique. On informe le cerveau de la quantité, de ce que c'est exactement. Donc, on va sécréter de la bile ou alors les enzymes vont se mettre en place selon ce qu'on mange. Et en plus, le message de satiété, le fait de ne plus avoir faim, va arriver beaucoup plus rapidement si on prend le temps de mastiquer. Et encore une fois, dans cette histoire de conscience, si on mastique, on gagne tout. Et en plus, la salive va commencer la digestion. Ça va faire comme des petits ciseaux qui vont commencer à prédigérer les aliments. Donc mastiquer, c'est bien important. Et puis la cuisson aussi. Alors évidemment, de temps en temps, on peut se faire des tempuras, des barbecues. Enfin, il ne faut pas être radical. Et il ne faut pas oublier le plaisir, bien sûr. Mais l'idéal, c'est quand même des cuissons douces qui respectent les aliments. Moi, j'aime beaucoup la cuisson à la vapeur douce. Évidemment, il ne faut pas que ce soit dans un appareil en plastique, parce que quand le plastique chauffe et qu'il se dégrade, c'est pas tellement sain non plus. Et puis sinon, le cru. Le cru, c'est bien aussi. Le mijoter. En fait, dans cette alimentation saine, on peut s'amuser. On n'est pas obligé de trop chercher des cuissons différentes. On peut s'amuser avec plein d'autres choses. Les textures, par exemple, en mixant. Donc, on peut avoir des crèmes, des pâtes, avec un déshydrateur ou un four, si on met à basse température, pour sécher. On pourra faire des crackers, d'épluchures de carottes, par exemple, ou des chips de panais. Enfin, on peut vraiment s'amuser avec les textures, mais pas sans altérer la cuisson et la vitalité des aliments. Alors, j'allais te poser cette question. C'est pas toujours facile de se défaire de mauvaises habitudes alimentaires, culinaires, et de remettre plus de végétal, changer nos modes de cuisson. Je me rends compte que les habitudes familiales, finalement, ont la vie dure. On le voit quand on va chez des amis ou même chez soi. Là, pendant le confinement, moi, je me disais d'une semaine sur l'autre, j'avais l'impression de refaire un peu toujours les mêmes choses, de manquer d'idées. Sauf si, évidemment, on a le temps ou c'est son métier. Ça revient souvent, ça, comme retour de ton côté ? Oui, c'est bien sûr. De toute façon, on est toutes pareilles en fait. Enfin, tous pareils, parce que c'est vrai que quand il y a des trucs qu'on sait faire et qu'on sait faire rapidement, on a tendance à les refaire tout le temps. C'est tout à fait normal. Mais il y a des petites techniques et moi je pense que c'est bien de se laisser surprendre aussi parfois dans les magasins bio par un nouveau légume, une nouvelle huile. Pour ça, les AMAP sont pas mal d'ailleurs, parce qu'on choisit pas ce qu'on a et donc ça nous pousse un peu dans nos retranchements. Parfois, on se retrouve avec un énorme radis noir. On est là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Mais ça nous permet de trouver des idées. Qu'est-ce qu'on fait avec un radis noir, par exemple ? Alors avec un radis noir, par exemple, on peut le râper avec de la carotte et une pomme, mettre un petit jus d'orange, un peu d'huile de sésame et un petit peu de tamari, qui est comme la sauce soja en bio, et pourquoi pas un peu de jus de citron, et on a une salade avec plein de saveurs qui est délicieuse. Sinon, moi, il y a un truc que j'aime bien faire avec le radis noir, surtout quand c'est un petit peu la recette antivirale des grands-mères russes. Et alors, il s'agit de couper le radis noir en gros tronçons. Ensuite, on le pose, en fait, on le tourne, on le pose, on fait comme si c'était un petit verre. On creuse l'intérieur avec une cuillère et on met une cuillère de miel dedans. Et on attend et on met ça sur la table. Moi, j'en ai souvent tous les matins chez moi. Tout le monde prend son shot. Et le matin, en fait, l'eau du radis noir
avec le miel a rempli notre petit trou et ça fait comme un petit verre et on boit et on repose et le lendemain on reprend son même radis noir et en fait ça dure 3 jours et ça nous fait 3 jours, c'est comme un antibiotique naturel en plus avec le miel et ça nous permet, après le radis noir finit tout rabougri parce que toute son eau est passée là-dedans, mais ça c'est le genre de choses que j'aime bien. On pense pas aussi, mais le radis noir on peut complètement le chauffer, on peut le mettre au four ou à la vapeur comme un navet un peu. D'ailleurs, les petits radis roses aussi, c'est délicieux au four avec la fan, un petit filet de sirop d'érable. Oh, ça marche très bien. Oh, ça donne faim tout ça. Alors, tu allais dire, sinon, oui, d'autres astuces, oui, c'est ça, pour rompre un peu... Oui, pour faciliter, pour que ça reste facile, parce que évidemment c'est notre contrainte, et rompre un peu avec la morosité parfois des plats redondants. Moi j'aime bien cuisiner une fois par semaine un peu, ça s'appelle le batch cooking, on en entend pas mal parler en ce moment. C'est cuisiner le dimanche par exemple. Moi je nettoie déjà tous mes légumes quand je les reçois de la MAP bien, je les mets tous à la vapeur. Je fais pareil avec... ou 1 kilo de riz, ou de quinoa, ou de sarrasin, ou de riz noir, enfin peu importe, de lentilles aussi, de légumineuses. Je choisis la base de céréales que je veux, ou de légumineuses, et je cuis tout ça. Et en fait, donc le soir même, ce sera comme ça brut. Le lendemain, pourquoi pas, les légumes, j'en transformerai une partie en purée, ou en soupe, ou je les ferai sauter à la poêle. Et puis la base, finalement, si c'est du riz, je rajouterai un peu de bouillon, pourquoi pas de crème végétale ou non, de vin blanc et de parmesan. Et puis j'aurai un petit risotto. Et puis le surlendemain, j'en ferai des arancini. Et puis après, j'en ferai du riz frit. Et puis pourquoi pas, après, je mixerai le riz et j'en ferai des crêpes. En fait, on peut, avec les mêmes ingrédients... En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que la contrainte stimulait la créativité. Donc finalement, quand on n'a pas le choix... c'est quand on est dans une grande surface que finalement on fait, enfin ou dans un peu importe, mais qu'on fait toujours les mêmes choses parce qu'on va par réflexe toujours acheter les mêmes produits. Mais si on se laisse surprendre à acheter, si on connaît pas bien des lentilles corail ou du sarrasin, le sarrasin c'est excellent, ou du millet par exemple. Si on se laisse un peu surprendre, après on pourra s'amuser à créer des nouvelles choses. Mais il faut que ce soit simple. Et je trouve qu'avec cette technique, ça permet de pas perdre trop de temps parce que c'est déjà cuit. Ouais, c'est bien. Et puis ça fait des repas déjà plus ou moins déjà prêts où on peut gagner du temps. Exactement. Et l'autre astuce, je vois beaucoup de parents qui me disent mais pour moi c'est compliqué de faire plusieurs menus pour ma femme ou pour mon mari, pour mes enfants, pour moi. Et en fait, alors ça, je trouve que c'est super mauvaise idée. On fait le même plat pour tout le monde, enfin ou les mêmes légumes et la même base pour tout le monde. Et après, à table, chacun adapte. Il y en a qui vont l'écraser avec leur fourchette, d'autres qui vont mettre un peu de gomasio, d'herbes, des huiles différentes. Enfin, on s'amuse. Moi, chez moi, c'est pas la grande table. Il y a toujours des légumes vapeur et des bases. Et en fait, c'est toujours délicieux puisque les légumes à la base sont bons et qu'après, chacun l'agrémente comme il veut. Oui. C'est vrai qu'avec des ados, ça devient un petit peu technique. Moi, j'en ai une qui a beaucoup d'allergies alimentaires, notamment à ce qui est cru. L'autre qui est absolument stricte végétarienne depuis une dizaine d'années et presque végane. Il faut composer aussi parfois avec tout ça. Bien sûr. Et dans ces cas-là, je trouve ça pas mal que toute la famille s'adapte finalement. Je sais que parfois, on peut pas contenter tout le monde, mais par exemple, là dans ton cas, faire un curry de légumes, pourquoi pas avec des feuilles de citronnier, d'ailleurs, ça marche très très bien, ou des falafels, enfin des trucs qui puissent en fait convenir à tout le monde et où on puisse quand même partager, même si chacun a ses contraintes, ses convictions, etc. Je trouve ça assez intéressant. Après, bien sûr, c'est compliqué, ça c'est sûr, que quand on a ou des enfants qui sont très compliqués ou des ados qui ont des tendances particulières, ça devient un peu compliqué, mais c'est un challenge. Et puis ça permet aussi de garder le lien finalement quand on fait l'effort de s'adapter à nos enfants, je trouve. Oui, c'est important. Alors justement, on parle d'enfants. Tu viens de publier un nouveau livre chez Marabout, pas pour les ados, mais qui s'appelle « Ma cuisine naturelle pour bébé », je te disais en introduction. Alors comment, et tu dis c'est important avec les petits d'aller à l'essentiel et sans chichi dans l'alimentation de bébé, que toi tu as dû un peu au départ adapter, puisqu'évidemment tu n'étais pas forcément dans « je rajoute du basilic, ceci, cela un peu partout », il fallait revenir à des choses plus simples.
Bah oui, c'est vrai. Je me rends compte d'ailleurs que je te dis que chez moi c'est très simple, mais en fait c'est très récent que ce soit très simple finalement. c'est grâce. En fait, c'est les enfants qui m'ont appris à ça et je suis très contente maintenant parce que c'est vrai que qu'un enfant, évidemment, ça n'a pas de nos expectations de visuel compliqué. Il faut que ce soit bien travaillé et tout. Il faut que ce soit simplissime. Et il faut pas oublier aussi que particulièrement pour les bébés, quand on commence la diversification, leur palais est vraiment vierge de tout goût, de tout arôme. Donc c'est important de leur donner vraiment le produit brut de chez Brut. Et il y a quelque chose en fait qui était important pour moi un message à passer dans ce livre, c'est que certains parents sont stressés, surtout quand c'est le premier bébé et tout ça, en se disant mais si je fais moi-même, ce sera pas les bonnes quantités, pas les bons apports en protéines, en machin. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance et c'est un peu un grand coup aussi des industriels de nous avoir fait croire qu'il y avait une alimentation particulière pour les bébés, comme il y aurait pour les poissons rouges, pour les chiens, ou une essence particulière pour une voiture, pour les voitures en fait. Pour les bébés, c'est pas pareil. On n'est pas obligé d'acheter des petits pots, on n'est pas obligé d'acheter des petits biscuits spécial bébé, etc. En fait, il suffit juste de donner des produits de bonne qualité. Ça suffit tout simplement. Surtout que tout le reste, ça change toutes les décennies selon les nouvelles tendances. Donc, surtout que s'il a été allaité, le bébé, il a quand même eu cette variété quand même alimentaire via le lait de la maman. Exactement. Il a eu, en plus de tout plein de choses extraordinaires, même si les femmes qui n'allaitent pas, c'est quand même pas perdu pour les bébés, bien sûr. Non, bien sûr. Ils ont évidemment eu un panel de goûts énorme qui va pouvoir les aider. Et aussi, là tu me fais penser à un point assez important, c'est qu'en fait, jusqu'à un certain âge, les bébés n'ont pas le choix, en fait, de ce qu'ils mangent. Il faut sauter sur cette occasion. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le moment où leur donner tous les légumes les plus bizarres, les plus qui risquent de ne pas aimer potentiellement un jour, où on dit qu'ils ont mauvaise réputation, notamment les épinards et tout ça. Au début, quand ils commencent, on peut, enfin, pas tout de suite, évidemment, ça prend un petit temps d'adaptation, mais on peut vraiment se permettre de tout leur donner et de pas leur laisser le choix en plus. On n'est pas obligé de leur donner des pâtes, ils n'ont pas le choix, il y a ça à table, c'est purée, épinards ou patates douces, et c'est comme ça, et je peux vous dire qu'ils mangeront. Et ça nous permet aussi de préparer leur goût pour demain. Leur goût, leur immunité. Exactement, leur bien donner sûr. Ce terreau au niveau aussi du microbiote. Oui, exactement. Bah oui, c'est tellement important. On sait aujourd'hui l'importance du microbiote. On dit que l'intestin est notre deuxième cerveau, que ça a un impact sur nos émotions, évidemment sur notre santé globale, que l'immunité réside dedans. Donc c'est vraiment très très important. Et au-delà de ça, les enfants qu'on nourrit et pour qui on va faire les courses et pour qui on cuisine aujourd'hui, c'est les consommateurs de demain. Donc on a aussi une responsabilité pour le futur en fait. Évidemment, il faut faire tout ce qu'on peut pour leur offrir un monde pas trop déglingué, mais aussi eux, il faut les éduquer dans cette notion-là. Et ça commence très tôt, en fait. Ça commence avec l'alimentation, finalement. Alors justement, les valeurs, oui. Alors, quels sont les bons choix à faire pour les tout-petits et puis après pour les enfants un peu plus grands? Comment bien équilibrer leur alimentation? Qu'est-ce que tu suggères? Je suggère déjà de faire selon la saison. Je sais qu'il y a beaucoup de parents à qui on dit qu'en fait il faut commencer par la patate douce par exemple ou par des légumes doux et donc en été qui se retrouvent à acheter de la patate douce parce qu'elles ont l'impression que c'est ce dont que c'est obligé de commencer par ça. Mais donc je pense qu'avant tout prendre un peu de distance et commencer en effet par des légumes doux, tout doucement. Moi vraiment j'ai pris mon temps. Il faut pas avoir peur de la monotonie avec les enfants. C'est pas comme nous, si on nous sert tous les jours du chou, à un moment, franchement, on va dire s'il te plaît, non. Un enfant, c'est pas du tout pareil. On peut même, moi, quand j'ai commencé la diversification, c'était en hiver, donc ça a commencé avec des carottes pendant 2 semaines, quoi. C'est pas grave du tout. Et donc vraiment prendre son temps, mais
mais ajouter, je pense que vraiment des légumes, encore une fois, de saison, commencer par ça, ajouter ensuite tout doucement les fruits, et encore, ça va dépendre un peu de l'enfant qu'on a. Peut-être qu'il aura besoin d'être un peu plus ancré, donc on va rester sur des légumes racines, par exemple, ça dépend un peu. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais s'adapter, à ça, à la saison, tout simplement. Et pas trop se prendre la tête aussi. On n'est pas obligé de consommer beaucoup quand on est jeune parent. En fait, on nous fait croire qu'il faut pareil, et qu'il faut acheter plein de choses, des baby cooks, des mixeurs particuliers, des sièges bébés, des transats, des tapis d'éveil. En fait, non, on a besoin de rien. Et même si on n'a pas de mixeur chez nous, à partir du moment où on a une casserole, et encore, il suffit de faire bouillir un légume et de l'écraser à la fourchette. C'est pas. Moi, j'avais fait attention avec mon amoureux on voulait pas tomber dans cette frénésie de consommation et dans une recherche de sobriété, en fait, dans notre façon de consommer. On avait décidé de ne rien acheter jusqu'à ce que le besoin vienne. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ni le mixeur spécial bébé, ni la cuillère spéciale bébé, ni même le bavoir, parce que finalement un torchon fait l'affaire, ni un lit pour bébé, puisqu'un matelas au sol c'est très bien, ni évidemment un transat, tous ces trucs-là, mais en fait, on a besoin de pas grand-chose. Par contre, on s'est rendu compte qu'une poussette, c'était très utile, et que finalement, une chaise pour bébé, ça nous garantissait de ne pas passer son repas à le rattraper. Oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, puis on peut imaginer que comme tu cuisines beaucoup, tu as quand même les instruments et l'équipement qui va bien à la maison. Ouais, c'est pour faire des vrai que j'ai un purées, mixeur. etc. Oui, j'avais la chance d'avoir le vitaliseur de Marion pour cuire les légumes et le mixeur. Mais je sais que ça coûte cher et que c'est déjà... Alors, le vitaliseur de Marion, puisque tu en parles, c'est quand même un bon investissement, je trouve, à faire. Moi, j'ai ça depuis plus de 20 ans. C'est vrai que c'est extraordinaire parce que ça cuit à une température maximale, je crois que c'est 92 degrés. 95, hein. Ouais, 95. Il me semble que c'est ça. Et effectivement, alors il y a un investissement au départ. Enfin, ça peut être un cadeau de Noël ou une petite levée de fonds familiale pour investir là-dedans. Et c'est quand même un truc assez intéressant à voir. Ah oui, vraiment. Non, mais alors vraiment. En fait, on a l'impression que quand on met beaucoup d'argent dans un produit, c'est quand même une perte, mais finalement c'est un tel gain, parce que toutes les casseroles en inox qui pourraient nuire à notre santé à long terme, ou les trucs qu'on va racheter, ou les trucs qu'on va mal cuire, etc. Là, en fait, c'est un investissement. Déjà, ça dure, toi, si tu l'as le tien depuis 20 ans, tu te rends compte. Alors, je l'ai renouvelé, je crois, une fois. Donc, ça veut dire que parce qu'elle avait sorti un modèle qui était plus performant, justement, où la vapeur était encore mieux réglée. Et puis, il y avait eu un problème avec le bouchon au-dessus que j'avais pas réussi à rebricoler. Donc, je me brûlais à chaque fois. Donc, j'ai fini par le mettre dans un endroit en vacances, mais que j'utilise encore. Hein, mais voilà, j'en ai racheté un, donc je dirais tous les 10 ans. Bon, c'est quand même... oui, ça va. voilà, c'est déjà exceptionnel. Et moi, je fais tout avec, en fait. Je fais vraiment tout. Même dans le bac du bas, finalement, tout à l'heure, je te parlais des bases, tu sais, des légumineuses ou des céréales que je fais par semaine. Je mets la base en bas, je mets les légumes en haut, et en fait, j'ai mon repas pour la semaine presque. Et même s'il m'arrive de faire une viande, un poisson, enfin, on peut tout faire avec. Moi, il y a que ça, en fait. Il y a que ça. Alors après, c'est pas terrible si on veut le côté, si on veut se faire des petites crêpes ou faire sauter des légumes, tout ça. Mais en fait, pour la cuisine du quotidien, le vitaliseur de Marion, c'est vraiment extra. Oui, puis on était parti sur l'alimentation des petits, là. Oui, voilà. Oui, moi, j'avais la chance de l'avoir déjà. Ça, c'est évidemment l'idéal pour les petits. Et puis, quand on sait que ça va durer au moins 10 ans, on peut se permettre de se dire que on va lui offrir aussi des bonnes cuissons pendant toutes ces années. C'est ça. Et puis, je sais plus tout ce que je te disais. Non, alors voilà, j'avais cette question, toi qui es naturo aussi. Dis-nous comment un peu booster notre système immunitaire intelligemment, là, en ces périodes un peu compliquées de pandémie, que ce soit pour les petits ou pour nous, adultes, les plus grands. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans les super aliments? Voilà. Est-ce que toi, tu as vraiment des produits un peu chouchous qu'on pourrait utiliser? Évidemment, l'alimentation saine de base. Hein, on revient. Bien sûr, voilà. C'est la base. Hein. Oui, voilà, de toute façon, une alimentation hypotoxique à la base, ça c'est l'idéal. Après, je pense que la respiration aussi, c'est un petit peu à côté de l'alimentation, mais évidemment l'activité sportive, la respiration et l'hygiène générale, c'est très important. Et aussi, moi j'aime bien dans ces moments-là faire des petites cures. Alors si vous n'êtes pas végane, des cures de gelée royale et de pollen, attention du pollen frais, hein, celui qu'on garde
au congélateur. Les produits de la ruche, de toute façon, sont vraiment exceptionnels pour nous. Oui, on peut donner des marques. Propolis. On pense à Pôle Énergie ou à Piscia, par exemple. Exactement. Voilà, c'est exactement celle auquel je pensais. On les trouve pas dans tous les magasins bio, il faut qu'ils aient un congélateur et qu'ils les aient. Et donc ça, le pollen frais le matin, en plus, c'est délicieux. La gelée royale et la propolis, la vitamine C aussi, donc ou de l'acérola. On en trouve notamment la marque Solsemia fait de l'acérola pure, donc sans sucre ajouté ni arôme de cerise, etc. Donc ça c'est super. C'est comme une petite poudre qu'on mélange. Moi je mélange avec un peu d'eau dans un verre et ça me fait comme un jus délicieux avec un peu piquant, un peu citronné. Enfin c'est vraiment délicieux. Ça on peut le donner aux enfants dès petits. Et aussi chez nous, pas besoin d'aller chercher très loin parce que c'est vrai que l'acérola ça vient d'Amérique du Sud. Mais nous on a quand même plein de super aliments qui sont un peu moins glamour. Mais nos campagnes, nos montagnes regorgent d'ail, enfin des eaux, de thym, de lavande, tous les crucifères, donc les choux, etc. Et ça, c'est vraiment se faire le matin, par exemple, une infusion de thym, romarin et sauge. On va déjà couvrir, c'est antifongique, ça renforce l'immunité, c'est antibactérien, ça va aider aussi le foie à travailler, c'est depuratif. Enfin bref, les plantes, en fait, les plantes de chez nous nous aident beaucoup. Donc voilà ce que je conseillerais. Ouais, super. Et tu as écrit aussi un livre que je connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette interview, Zone bleue, sur les nonagénaires et les centenaires qui vivent en excellente santé. Quel est leur point commun ? C'est vrai que ça intrigue toujours tout le monde, ça, le fameux régime Okinawa. Oui, ça j'ai eu la chance extraordinaire de partir pour une émission de télé en fait pour France 5, donc dans toutes les zones bleues. Donc ce sont les zones bleues en fait, c'est les zones dans le monde, des petits points particuliers, souvent des petits villages qui ont une concentration de nonagénaires, centenaires et super centenaires, donc au-dessus de 110 ans, qui sont en bonne santé, c'est ça qui est intéressant bien sûr, particulièrement élevés. Pour la petite histoire, c'est rigolo parce que ça s'appelle zone bleue parce que la personne qui a découvert ça, qui est un scientifique italien qui s'appelle Gianni Pes, recensait. Donc à chaque fois qu'il y avait un centenaire en bonne santé, il mettait un petit point, il regardait tous les dossiers, tous les trucs. Et en fait, après sur la carte, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des zones qui sortaient vraiment du lot. Et comme son stylo était bleu, il appelait ça les zones bleues. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était parce qu'elles étaient près rigolo. De la mer ou d'un point d'eau. On pourrait penser, mais en fait pas forcément. Et donc elles ont en commun. Il y a 4 piliers, en fait, il y en a plus, mais il y a 4 qui sont reconnus scientifiquement. Le premier, c'est l'alimentation, bien sûr. Donc, en fait, ce sont des personnes qui souvent sont assez simples. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, ils ont leur propre potager. Et donc, ils consomment des produits qu'ils n'achètent pas dans des magasins toute leur vie. Ce qui nous vient d'ailleurs au deuxième pilier, qui est l'activité physique douce. En fait, toute leur vie, ils travaillent, ou alors ce sont des bergers qui marchent des heures tous les jours, toute leur vie dans la montagne, ou alors ils vont au potager tous les jours, ou ils se déplacent à vélo, parce qu'encore une fois, ils sont souvent ils n'ont pas beaucoup d'argent en général. C'est assez étonnant, parce que c'est assez paradoxal. On croit que l'argent achète la longévité, mais en fait, ça n'achète pas la santé. Et donc ça, c'est le deuxième point, l'activité physique douce. Donc, quand on croit qu'en fait, il faut faire de la cardio, etc., absolument, c'est pas spécialement vrai. Et déjà, ces 2 premiers points, on peut les ramener chez nous, en mangeant des produits sains, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et par exemple, en allant au travail à pied ou à vélo. Enfin, c'est déjà 2 petits points qu'on peut ramener. Après, il y a la génétique. Alors ça, on peut rien y faire, mais finalement, si on peut y faire, parce que en ayant une vie saine, il y a certaines allèles qu'on va mettre en off en fait. Et donc même si on a un patrimoine génétique de mauvaise santé sur certains points, en fait, on peut ne pas le transmettre à nos enfants. Donc ça, il faut évidemment que le conjoint soit pas non plus trop trop déglingue. C'est ça. Mais ça, c'est la génétique, parce que ils ont une génétique un peu commune. Et le dernier point, c'est tout l'aspect psycho-émotionnel. Donc en fait, c'est des gens qui finalement qui cultivent la joie. Ils vivent souvent, encore pour ces raisons financières, dans les mêmes maisons. Donc plusieurs générations, parfois 4 générations, donc les arrière-grands-parents,
etc. Donc, en fait, ils sont pas seuls, ils sont stimulés. Ils ont aussi avoir un rôle dans la maison, finalement, parce qu'ils s'occupent des enfants, ou ils s'occupent des poules, ou peu Oui, ils se importe, sentent mais utiles. ils servent à quelque chose. Voilà, ils se sentent utiles, et puis ils sont aussi stimulés tout le temps quand les enfants apprennent à parler, ou quand ils ont besoin d'aide pour les devoirs. En fait, ils sont stimulés. Et ça, c'est vraiment important de jamais s'arrêter d'être stimulés. On s'est aussi rendu compte que le fait que les grands-parents ou les arrière-grands-parents vivent avec les tout-petits, ça renforçait l'immunité des plus petits, et puis la longévité des plus vieux. Et puis après, alors ça, c'est les quatre points communs, qui sont les 4 piliers, on les appelle les piliers de la longévité. Après, il y a aussi la spiritualité qu'on retrouve beaucoup. Alors, ça n'est pas forcément religieux. Notamment quand j'étais en Équateur, j'étais avec des femmes qui étaient très connectées à la terre, donc qui parlaient tout le temps de Pachamama, du lien, de rendre à la terre, de demander quand on prend. Enfin, en fait, en Italie et en Grèce, ils étaient... Ah non, en Grèce, ils étaient complètement anarchiques, c'était assez drôle, ils n'étaient pas religieux. Mais en Italie, ils étaient très religieux, au Costa Rica aussi. Et donc, en fait, ça offre une routine et quelque part un garde-fou aussi, parce que il faut pas aller trop loin dans les excès, etc. Et puis oui, le fait d'être connecté à soi, finalement, quand on est un peu spirituel, on est un petit peu, on prend des moments, que ce soit par la méditation, par la prière, peu importe, mais c'est des moments qui nous sortent de notre quotidien. Oui, puis il y a peut-être une forme d'abandon ou de confiance. Exactement. Dans cette de transcendance. De confiance, je suis complètement d'accord. Parce que quand on n'a pas peur, quand on passe pas sa vie à avoir peur de la mort, finalement, parce qu'on se dit qu'après on va aller ailleurs, ou revenir à la source, ou rendre à la terre, peu importe, finalement on vit mieux. Oui, c'est sûr. Alors, pour revenir à la guinguette et au comptoir que tu as lancé, tes clients te font des retours justement sur ce que ça a changé dans leur vie par rapport à leur vitalité, leur immunité et leur. Tu vas en faire des nonagénaires et des centenaires là de tes clients. S'ils les mangent pas devant les infos, oui, mes lunchbox. mais oui, j'ai des retours. C'est assez chouette en fait. Il y a tellement au départ, quand j'ai commencé, il y avait peu de magasins comme ça, un peu sains à Paris. Il y en avait que quelques-uns, et donc c'était quand même une catégorie de personnes déjà éduquées finalement. Ou alors parce que c'était la mode, et donc il y avait beaucoup de personnes dans la mode qui suivaient ça. Mais avec le temps, en fait, je remarque qu'il y a déjà de plus en plus d'hommes, de personnes de tous les âges, de familles, de personnes âgées, etc. Et que l'effet, c'est vraiment, ça s'est vraiment démocratisé quelque part, le fait de manger sainement. Et donc, j'ai autant des sportifs qui se préparent à des exploits, ou des personnes qui veulent rester en bonne santé, ou des personnes qui, au contraire, qui sont très, très, très des gros viandards, par exemple, où c'est le moment dans la semaine où ils se font une petite pause digestive, des papas qui viennent acheter pour toute leur famille, ou des mamans. Enfin, c'est très divers maintenant, et je suis toujours tellement heureuse d'avoir les retours. Et quand on me dit, là, récemment, enfin, je pense à ça parce qu'hier, j'ai reçu un message sur Instagram d'une équipe qui travaillent ensemble, et qui m'ont dit, en fait, c'est la première fois qu'on n'a pas été plombé après la réunion de travail. On a été beaucoup plus créatifs parce que finalement on a bien digéré, donc notre énergie était ailleurs et pas dans notre ventre. Et donc ça, c'est ce genre de choses qui me fait extrêmement plaisir, bien sûr. Alors évidemment, j'aimerais bien, on arrive à la fin de ce podcast, j'aimerais bien que tu nous partages une petite recette. J'en ai vu une sur le compte Instagram là récemment qui est passée, ça peut être celle-là ou une autre. C'était un curry vert. Voilà, tu disais c'est assez facile à faire, et puis qu'est-ce que c'est bon là quand il fait un peu frais ou un peu froid, c'est réconfortant. C'est vrai que, alors, il y a plein de façons de le faire, le curry, mais je vais te dire là comment j'aimerais le manger là, tout de suite. C'est ça, ça approche de l'heure du déjeuner. Exactement. Donc, on peut commencer avec, évidemment, il faut qu'à la base, on ait des légumes de saison. Moi, j'aime bien avoir un peu de légumes feuilles que je rajouterai à la fin, comme des épinards, même de la laitue. La laitue cuite, c'est excellent. Ou des
de la coriandre, enfin des herbes, ce qu'on veut. En base, donc des légumes racines, donc pourquoi pas de la pomme de terre ou de la carotte ou du navet, un petit peu ce qu'on veut. Et puis des légumes, de la patate douce aussi, c'est délicieux. Et puis je mets souvent ou un poireau ou un oignon, enfin un peu ce qu'on veut. Encore une fois, les légumes, on peut vraiment mettre ce dont on a envie. Il y a 2 façons de faire. Là, je vais te faire la façon très très flemmard, très rapide, Oui. parce que c'est un petit peu nos contraintes à tous. Donc on prépare les légumes, évidemment quand ils sont bio, on n'a même pas besoin de les éplucher, on les brosse bien, on les nettoie bien, on les coupe un peu grossièrement, c'est pas grave, on les met dans la poêle, on peut les faire revenir si on veut avoir un bon petit goût, sinon même pas la peine. Il y a 2 techniques, moi j'aime bien mettre, enfin on peut les faire cuire directement avec le lait végétal ou le lait de coco, c'est sûr que c'est délicieux. Si on veut être un peu plus locavore, on peut mettre par exemple du lait de noisette ou du lait de noix. C'est bon avec tout de toute façon. Si on a chez nous que de la crème ou du lait de vache, ça marche très bien aussi. Et ensuite, on va le faire cuire. Moi, j'aime bien mettre de l'ail ou du gingembre ou un peu de curcuma ou du galanga ou de la citronnelle si on veut. Parce que ça Quand tu dis ça peut être et là, tout ça. Ou bien sûr, oui, on peut carrément se faire une pâte, un peu de piment aussi si on veut. En tout cas, le but, c'est d'ajouter plein d'arômes. Et on peut même mettre, pourquoi pas, du clou de girofle, un peu de cannelle, un peu de cardamome. Enfin, on peut mettre vraiment les épices dont on a envie. Des épices qu'on a déjà toutes faites si on a ça dans notre placard. Hein. Et puis ensuite, on laisse ça cuire très doucement à petit feu. Et quand les légumes, quand avec la pointe du couteau, on voit qu'ils sont cuits à cœur, on ajoute donc les feuilles dont je parlais tout à l'heure. Ils cuisent dans le lait là, ou dans le lait de coco ou lait végétal. Moi je trouve, là je donne la recette, la recette flemmard. Oui. Donc alors le lait végétal, ça les recouvre, ça recouvre les légumes. Ça les recouvre complètement, oui, pardon. On les couvre. Et ensuite on ajoute des feuilles, des herbes, un petit peu ce qu'on veut. Moi j'aime bien mettre dessus un peu de gomasio, de la sauce, du tamari, c'est l'idéal. Oui. Ça vraiment, ça apporte un bon petit goût. Et pourquoi pas dans l'assiette un petit morceau de citron coupé que chacun mettra sur son assiette. Et c'est vraiment bon, c'est réchauffant. On peut le servir avec du riz, par exemple, ou des lentilles. C'est très bon. On le laisse mijoter combien de temps, tu dis ? Tu l'as peut-être dit. Ça dépend de la taille dont on a coupé les légumes et des légumes. D'accord. Si on met la pomme de terre entière, ça va être 3/4 d'heure. Et si on coupe assez finement, 20 minutes suffiront. Alors oui, si ça cuit 3/4 d'heure, il faut prévoir la quantité de lait qui va avec. Évidemment, ça s'évapore quand même. Exactement, ça s'évapore. Après, on pourra toujours ajouter de l'eau si on veut. Oui. Certaines personnes cuisent à l'eau et rajoutent le lait à la fin, ou la crème de coco par exemple. Ça permet d'avoir plus de saveur et que ce soit un peu plus light finalement. D'accord, c'est parfait. De moins en mettre. Très bien, Angèle Ferremag, merci infiniment pour ta visite dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton dernier livre chez Marabout, Ma cuisine naturelle pour bébé, recettes et conseils pour de bons petits plats sains et gourmands. J'avoue que moi qui n'ai plus de bébé à la maison, ça m'a quand même donné vachement envie de faire des recettes. Mais aussi tes précédents livres, on en a parlé, Zone Bleue chez First et Les secrets de la longévité, coécrit avec Vincent Valinduc, ou même Fête végétale, coécrit notamment avec Alain Ducasse. On peut te retrouver sur le site internet laguinguettedangèle.com si vous voulez aussi commander au comptoir. Je l'ai pas redit, mais tu as aussi une gamme d'épicerie que tu as lancée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a dedans peu rapidement ? Il y a des granolas, il y a des préparations sèches pour faire ses cookies à la maison, il y a des mix pour faire son chocolat chaud, il y a un petit mix salé pour l'apéro, il y a tout plein de choses. Génial. Angèle, merci beaucoup. Merci de ton passage. Merci. Merci Anne, merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.